Bonjour à tous, je m'appelle Anne Gardin-Farn, je suis expert comptable, membre de l'Ordre de Lorraine. Et j'accompagne la création d'entreprises, de tout type d'activité. L'Ordre des experts comptables s'inscrit dans l'aide, en tout cas, à la création d'entreprises. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je me présente, je m'appelle Carole Cuisinier. Je suis conseillère en création et reprise d'entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et j'ai peut-être eu la chance de rencontrer certains d'entre vous lors de réunions d'information ou d'entretiens individuels. Et Corinne Probst, conseiller entreprise à la Chambre de métier et de l'artisanat, ici au siège social à Metz. Voilà, donc là, on va vous énoncer les différentes étapes de la création reprise d'entreprise. C'est en fait le plan général que vous devez adopter impérativement pour pouvoir réaliser et concevoir votre business plan. Donc, à aujourd'hui, peut-être, vous avez une idée déjà bien précise de votre projet de création ou vous avez peut-être une idée assez vague. En tout cas, il va falloir la poser sur ce document qui, généralement, va générer entre 10 et 30 pages. Donc, vous avez l'idée de votre projet de création, vous allez ensuite devoir vous pencher sur l'étude commerciale, c'est-à-dire analyser le marché. On y reviendra après, puisque Carole va vous expliquer ceci en détail. Puis, l'étude juridique, donc les différents statuts juridiques, si vous allez choisir plutôt de vous mettre en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en société, etc. Les moyens d'exploitation, c'est-à-dire vous allez devoir réfléchir sur les moyens humains que vous allez devoir mobiliser pour votre projet, ou alors les moyens matériels. Quels sont les matériels, outils de production, véhicules dont j'ai besoin pour développer mon activité. Une fois que ces 4 thèmes sont vus, vous allez vous pencher sur l'approche financière. Et là, ma collègue va vous l'expliquer tout à l'heure en détail. Donc les prévisions financières, le plan de financement, etc. Et ensuite, la recherche de financement. Est-ce que vous allez avoir besoin de solliciter un prêt bancaire? Est-ce que vous sollicitez en complément un prêt d'honneur, etc. Donc c'est pour ça que le plan que vous voyez apparaître à l'écran est une composante essentielle du business plan. Si vous respectez ces différentes étapes, vous n'aurez aucun problème dans l'élaboration de votre business plan. Et ensuite, prévoir donc l'installation. Là, on y reviendra également un peu plus en détail tout à l'heure. Donc vous le comprenez bien, vous avez tous un projet de création d'entreprise. À un moment, ce projet de création, il va falloir l'expliquer. Et rien de tel de mieux que de le rédiger pour bien voir tous les points nécessaires. Alors, un business plan, au final, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste un document qui va vous permettre de structurer votre projet. C'est votre outil de communication. C'est votre outil de communication. Pourquoi? Parce que vous allez le présenter. Alors, c'est pour vous, bien sûr, mais c'est aussi pour d'autres, c'est-à-dire aux banquiers, peut-être à d'autres organismes que vous pourriez solliciter pour des aides, peut-être devant un jury concours, etc., etc. Donc le business plan, il faut savoir qu'il se compose en plusieurs parties. Vous avez une partie qui est essentielle, et Corinne, ça va vous le présenter, c'est le créateur et le repreneur d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'un projet de création, c'est un projet de vie, mais avant d'être un projet, c'est un homme ou une femme qui se cache derrière. Donc il est important en fait de savoir bien vous présenter lors de la rédaction de votre business plan. Ensuite, bien sûr, c'est la présentation de votre projet. Il faut un peu savoir ce que vous avez envie de faire. Et donc, pour ça aussi, c'est important de bien rédiger, de bien l'expliquer. Souvent, vous avez une idée, une envie, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir le rédiger sur papier. Donc là, on va vous demander quand même de mettre tout ce que vous pouvez dans votre projet. Enfin, vous avez aussi une troisième partie qui est le marché de l'entreprise. Alors, vous avez un projet de création, mais le marché de l'entreprise, qu'est-ce que ça représente? En fait, c'est un environnement dans lequel vous allez vous installer, un secteur d'activité, et il est important, bien sûr, que vous nous le présentiez. Ça vous permettra bien sûr ensuite de mettre en place votre stratégie commerciale, c'est-à-dire comment on va pouvoir s'implanter au sein de ce marché existant et comment on va se positionner. Et puis, une fois que vous aurez mis en place votre stratégie commerciale et que vous l'aurez expliqué sur le business plan, eh bien, vous allez nous évoquer un petit peu les moyens qui sont nécessaires pour traduire ce que vous avez décidé de faire. Enfin, les prévisions financières qui notamment sont la finalité du business plan puisqu'elles vont traduire tous les éléments que vous aurez constitués juste avant.
Alors, ça sert à quoi au final un business plan? C'est un peu un outil de direction en même temps. Il va faire l'analyse globale au final du business plan, va vous permettre de vérifier la faisabilité de votre projet et ainsi prendre une décision. Alors, soit on passe à la seconde phase, c'est-à-dire au montage du projet d'entreprise, à l'installation de l'activité, soit on renonce au projet parce qu'il présente trop de risques. Et là, on l'a vu en mettant en place forcément le business plan. Ou alors, on peut éventuellement aussi différer le projet pour rechercher un complément de temps, de réflexion, de financement ou de formation. Voilà, donc là, on va venir sur le profil en fait du créateur repreneur d'entreprise, qu'elle soit artisanale, commerciale ou autre. Nous, dans le jargon, on utilise toujours le terme l'adéquation homme-projet. Parce que, comme disait Carole, derrière tout projet de création d'entreprise, il y a une femme ou un homme qui a un projet bien déterminé ou peut-être une passion et qui va ensuite mettre à profit son savoir, ses compétences ou ses expériences dans le monde de l'entreprise. Donc, votre business plan va devoir contenir, bien évidemment, votre état civil, vos coordonnées, mais également votre situation personnelle, votre situation familiale, patrimoniale. Alors, vous allez peut-être trouver ça indiscret, mais il est très important que dans le business plan, on puisse savoir si c'est un projet de famille aussi. Si vous avez plusieurs revenus qui sont dans le foyer et qui vont vous permettre d'avoir un peu plus de liberté dans la conception de votre projet patrimonial pour vos biens, si vous êtes locataire, propriétaire, enfin des éléments qui peuvent être importants et qui de toute façon vous seront demandés par l'organisme bancaire si vous sollicitez un prêt. Votre parcours professionnel, toutes les expériences professionnelles que vous avez pu acquérir au fil du temps, mais également, pas que le parcours professionnel, également votre parcours peut-être personnel. Si vous avez été trésorier dans une association sportive, voilà, vous avez forcément tiré des compétences et une expérience de ces fonctions que vous avez peut-être jouées à titre privé. Bien évidemment, vos compétences, qu'elles soient techniques liées au métier que vous allez choisir, des compétences en termes de gestion, peut-être même des compétences en commercial ou d'autres compétences. En fait, en clair, on vous demande ici c'est comme si vous élaboriez en fait un CV pour une future embauche. Mais une embauche que vous voulez vraiment. Donc, motiver, bien sûr, ce parcours. Les différentes formations que vous avez eu l'occasion de faire, soit auprès de vos anciens employeurs, soit même à titre personnel. Toute expérience, en fait, que vous pouvez valoriser est importante à poser ici dans le business plan. Et bien évidemment, les motivations, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous dire j'ai le souhait de m'installer en tant qu'indépendant et dirigeant d'entreprise. Voilà, c'est de prendre vraiment l'ensemble de votre parcours, de le détailler et de pouvoir poser sur ce document l'ensemble de ce que vous avez réalisé au cours de votre vie. Bien sûr, si vous décidez de créer ce projet de création ou de reprise d'entreprise, d'y énoncer aussi les différents associés au projet. Il est possible que vous souhaitez démarrer seul, mais il est également possible que vous souhaitiez enclencher, on va dire, cette belle aventure avec des collègues, des anciens collègues à vous, ou des amis ou des proches, ou des connaissances à vous qui ont des compétences diverses et variées que vous allez pouvoir mettre à profit dans ce projet de création. Donc bien identifier également leurs compétences, qu'elles soient techniques, là encore, ou en gestion, ou compétences commerciales, ou toute autre compétence. De pouvoir aussi détailler les réseaux que vous avez. Alors vous, en tant qu'individu, mais aussi vos associés, pouvez déjà très bien être connus dans un réseau professionnel particulier, parce que dans le cadre de votre emploi passé, vous avez eu à traiter avec des donneurs d'ordre ou des partenaires divers et variés. Il faut insister sur la valeur ajoutée de l'association. Vous avez des associés, ils ont tous des compétences, vous en avez, et toutes ces compétences mis bout à bout vont faire que votre projet va être parfaitement, en tout cas on espère, parfaitement viable grâce aux compétences de chacun. Vous pouvez avoir un associé qui est très fort dans le domaine commercial et vous allez lui confier la stratégie commerciale, le développement commercial de votre activité. Vous êtes un peu plus en retrait, peut-être un peu plus timide, mais vous
vous êtes très bon dans la gestion financière. Donc vous pouvez avoir ce rôle-là. Et un autre qui peut être très bon d'un point de vue technique et qui, lui, va s'occuper effectivement de la prestation particulière liée à votre activité. Et d'énoncer aussi dans ce schéma tous les partenaires du projet. Parce qu'il faut voir les organismes bancaires, votre assureur, enfin tous les partenaires, il faut les voir comme de véritables compléments, valeurs ajoutées à votre projet. Il faut déjà que vous puissiez croire en votre projet et puis grâce au business plan, vous allez persuader les autres d'adhérer à votre projet parce que tout va être posé, détaillé dans ce business plan. Voilà, donc la présentation du projet. Bien sûr, vous allez devoir y mettre la nature détaillée de votre activité. Alors, elle peut être multiple, hein. Ça peut être que de la prestation de service, ça peut être aussi de l'achat-vente, ça peut être les deux. Enfin voilà, c'est de poser précisément ce qui va être l'essence même de votre activité professionnelle. D'y mettre aussi le lieu de localisation. C'est aussi important, par exemple, si vous décidez de vous installer dans une entreprise, enfin pour une entreprise du bâtiment, d'être à proximité des axes autoroutiers. Parce que vous dites, voilà, moi, mon marché va être de Metz à Luxembourg et de l'autre côté va être de Metz vers Nancy. Voilà, vous pouvez avoir une opportunité sur le lieu géographique où vous allez vous situer. De bien poser aussi les horaires que vous avez convenus pour votre activité et les jours travaillés. Puis, d'identifier une date prévisionnelle d'ouverture. Après, ça se passe rarement hein, comme on le souhaite. Habituellement, vous avez toujours des petits aléas qui font que la date prévisionnelle d'ouverture peut changer pour cause de travaux ou voilà, de choses qui ont ralenti votre démarrage. Mais de vous fixer déjà une date prévisionnelle d'ouverture. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous pouvez très bien dire, moi, mon ambition, c'est d'ouvrir au printemps 2019. Et d'y détailler également toutes vos perspectives de développement. Aujourd'hui, vous avez créé une entreprise dans une activité, vous pouvez très bien avoir l'ambition, à terme, de créer une franchise, par exemple. Donc, tout ce que vous souhaitez pour votre projet de création est important et il faut impérativement le poser sur le business plan. Plus il est détaillé, plus il est clair, du coup, moins vous aurez de questions, de réponses, à apporter aux questions qu'on va vous poser. Un autre point donc important concernant le fameux business plan, c'est maintenant d'expliquer un petit peu le marché sur lequel vous allez porter votre activité. Donc ce marché, le marché c'est un peu, si vous voulez, au final, un acheteur, un vendeur, et donc c'est un lieu où il y a un échange commercial ou de prestation de services. Ce marché c'est aussi un peu comme une photo. Ça vous montre un petit peu ce qui se passe, l'environnement qui est autour du secteur d'activité vers lequel vous tendez. Donc c'est important. Par exemple, marché de la restauration. Important de savoir est-ce qu'il est en plein essor, est-ce qu'il est en déclin, est-ce qu'il est en stagnation. Le marché des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui bougent, etc. Donc il est toujours important de connaître le contexte et les tendances de votre future entreprise. Donc les éléments de contexte du marché importants à prendre en considération, il faut savoir qu'un marché peut être réglementé, nécessite un diplôme, une norme, qu'est-ce que je pourrais dire, une expérience professionnelle, voilà, une réglementation particulière. Au niveau du marché, il faut savoir aussi connaître un petit peu son estimation économique, savoir donc si c'est un marché qui décolle bien, s'il y a beaucoup de clients, s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées pour exercer cette activité. Et puis, ça peut être aussi à prendre en considération dans les contextes du marché, notamment peut-être le contexte technologique. Vous allez peut-être tendre vers une activité avec de nouvelles technologies, donc voir un peu comment ça évolue et où vous placez. Pour un peu voir quelles sont les opportunités qui tendent pour vous installer sur ce marché-là, ou quelles sont éventuellement les menaces qui peuvent être importantes et influer sur votre démarrage et votre implantation. Les évolutions du marché, comme je vous le disais, ça fluctue. Donc, à un moment, ça peut être un marché qui est en plein essor, et puis il va être en stagnation, et puis à un moment, il va complètement peut-être décliner.
Prenons par exemple le marché de la vente de véhicules d'occasion. Hein, c'est un marché, surtout en Moselle, à un moment qui est vraiment en plein essor, c'est-à-dire qu'il est limite saturé. Hein, on a beaucoup de gens qui s'y matriculent pour faire de la vente de véhicules d'occasion. Le marché de la restauration, des fois, il est fluctuant. Donc, soit on a beaucoup de création d'entreprises dans le domaine de la restauration, et puis à un moment, ça va s'arrêter, et puis on aura aussi beaucoup de cessation d'entreprises. Hein, le marché, au final, il évolue, puisque les chefs d'entreprise vieillissent, prennent de l'âge. Donc, il y a un moment, il y a de la revente d'entreprises qui peut se faire, il y a des opportunités. Enfin, voilà. Donc, le marché, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lisse et dont vous devez toujours avoir l'œil dessus. Hein, ce secteur d'activité dans lequel vous voulez vous implanter, il va forcément avoir un impact sur votre projet. Alors, pour avoir quelques informations sur ce marché, hein, il est toujours intéressant de montrer aux interlocuteurs que vous allez avoir que vous savez de quoi vous parlez. Hein. Donc, il faut absolument retirer des chiffres clés de ce marché. Connaître, par exemple, le nombre d'entreprises qui se sont créées, connaître un petit peu le chiffre d'affaires du secteur. Donc, vous avez des possibilités d'avoir ces informations hein, via des différents outils qui ont été mis en place, via aussi un partenaire comme l'expert comptable hein, qui peut vous donner des informations sur l'évolution du secteur. Vous avez par exemple le site Odile, enfin le site de l'INSEE, qui met en place un outil qui s'appelle Odile, un outil d'aide à l'implantation locale et qui peut vous donner éventuellement le nombre d'entreprises qu'il y a sur une zone que vous auriez, une zone de localisation que vous auriez prise en compte. Donc, ces informations-là, il ne faut pas hésiter hein, à faire de la veille, hein, à les regarder un petit peu sur le net, hein, se renseigner, même auprès des consulaires, hein, pour avoir des informations justement sur ce fameux marché. Il est important aussi de connaître, donc, comme je vous le disais, les conditions d'accès au marché, diplômes, normes actuelles et futures. Hein, ça bouge aussi au niveau de la réglementation. Souvent, c'est un peu même désœuvrant. On a vu, par exemple, les normes en ce qui concerne RGPD hein, pour la protection des données. Donc, s'il y en a qui vont vers un secteur, enfin, voilà, il est important de savoir un petit peu comment ça fonctionne. D'autres choses, par exemple, les nouvelles mises aux normes hein, en ce qui concerne l'accessibilité hein, pour un local, etc. Donc, là aussi, il faut vraiment connaître toutes les conditions pour que vous puissiez implanter votre entreprise dans les meilleures conditions. Un marché, comme je vous le disais aussi, bien sûr, voilà, c'est un secteur, mais c'est aussi des clients, hein, des acheteurs sur ce marché-là. Et il est important aussi de connaître justement les habitudes de consommation d'un produit ou d'un service que vous allez vendre ou que vous allez vendre. Donc, ces habitudes de consommation, on peut aussi avoir pas mal d'informations là-dessus, notamment sur un petit peu des sites aussi de l'INSEE qui vont vous dire éventuellement si le produit est en plein essor, si ça fonctionne bien, etc. Donc, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à faire de la veille, à bien regarder un petit peu et à piocher toutes les informations qui sont nécessaires. Connaître les habitudes de consommation, c'est bien, mais il faut aussi connaître la typologie du consommateur. Donc, à un moment, c'est de savoir quels sont les clients que vous allez viser, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, quel est leur âge, quel est leur sexe, etc. Hein, est-ce que vous allez vous adresser à un public, à une clientèle jeune? Est-ce que vous allez vous adresser à des seniors hein? Donc, à ce moment-là, il faut vraiment décortiquer le profil de votre client. Et puis connaître aussi, bien sûr, les pratiques habituelles de tarification des intervenants sur ce marché. Effectivement, il y a un vendeur, il y a un acheteur, le fameux client, mais en même temps, il y a d'autres intervenants sur ce marché. Je pense notamment aux fournisseurs, éventuellement, à des prestataires à des sous-traitants hein, qui vont aussi intervenir dans la mise en place de la vente de votre produit ou de votre service. Donc, n'hésitez pas aussi à connaître un petit peu les pratiques des fournisseurs, conditions de livraison, délais, etc. Et de savoir aussi quels sont les prix qui sont mis en place par d'éventuels sous-traitants.
Voilà, donc c'est tout, si vous voulez, le marché de l'entreprise. Avant vraiment de rentrer dans les composantes, il faut vraiment prendre une photo globale et regarder un petit peu qui sont tous les acteurs de ce marché-là et savoir éventuellement si vous avez cette fameuse place sur cette photo. Si on zoome justement un petit peu plus sur la photo, donc on va y retrouver différentes composantes. Dans les différentes composantes, on va retrouver notamment les clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'entreprise. Donc, en gros, vous n'existez pas. Donc, ce qui compte avant tout, quand on fait en gros une étude de marché, eh bien, c'est quelque chose de très important. Je dirais même 3 choses importantes. Le client et le client. Donc, ce fameux client, il faut le connaître. Donc, comme je vous le disais, connaître son profil. Est-ce que vous allez vous adresser à des professionnels, des entreprises? Est-ce que vos clients vont être des particuliers? Est-ce que vos clients vont être des collectivités? Donc à vous un petit peu de nous dresser le portrait de ce fameux client, de nous dire aussi où est-ce qu'il se situe. Il est important de savoir où se situe la fameuse clientèle pour voir où est-ce que vous allez vous implanter. Et puis bien sûr, ce n'est pas le tout de connaître son client, il y a un moment, il faut aussi connaître leurs besoins et leurs habitudes de consommation. Parce qu'on peut avoir une belle idée, se dire qu'on va viser tel client, mais en même temps, s'il n'a pas besoin de ce que vous lui proposez, il n'achètera pas. Et donc, s'il n'achète pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entreprise existante. Donc, le client, je dirais, c'est vraiment un point essentiel sur lequel vous devez travailler. Il faut vraiment le décortiquer, le connaître, savoir ce qu'il consomme et savoir aussi comment il achète, ses critères d'achat. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que vous, par la suite, quand vous allez vous positionner, vous allez réfléchir à la façon dont le client achète et vous allez lui proposer un mode de distribution qui correspond à ses critères d'achat. Je m'adresse, par exemple, à un senior plus. Lui, il va plutôt être en critères d'achat, commerce de proximité. Il aura besoin du côté relationnel, une présence. Donc, vous n'allez pas forcément mettre en place Facebook et puis parler sur les réseaux sociaux de votre activité et puis monter un site Internet. On sera un petit peu en décalage par rapport à la clientèle. Par contre, si vous vous adressez peut-être à un public plus jeune, qui lui va être plutôt un consommateur de produits technologiques ou autres, qui sera plus attiré par les nouvelles technologies, là, à ce moment-là, votre mode de distribution sera complètement adapté à la cible visée. Autre composante que l'on va retrouver dans un marché d'entreprise. Donc, on l'a dit, une des composantes principales, le client. Mais malheureusement, s'il n'y avait que les clients, ça serait super. Mais manque de peau, on a aussi également les concurrents. Donc les concurrents, à un moment, il faut se poser la question, qui sont-ils? Donc là, en fait, on vous invite dans le business plan à mettre en place un petit tableau récapitulatif avec un listing des différents clients. Donc avec des informations, qui sont-ils? Où sont-ils implantés? Donc ça aussi, c'est important. Quels sont les produits et les services qu'ils proposent? Alors, on ne va pas vous demander de faire toute une liste des différents produits vendus, non, mais de nous dire en règle générale quels sont les produits ou les services qu'ils proposent. Nous donner un petit peu des tarifs, nous dire quels sont les prix qu'ils pratiquent. Donc pour ça, pour remplir ce fameux tableau dans le cadre du business plan, on va vous demander un petit peu d'aller regarder, de grenouiller ces informations sur le terrain, de se faire passer pour un éventuel client. Et de, bien sûr, rechercher le maximum d'informations. Une fois que vous aurez trouvé où ils sont, quel prix ils pratiquent et qu'est-ce qu'ils proposent en termes de produits, intéressez-vous aussi à leur stratégie de communication. Comment ils communiquent? Est-ce qu'ils sont souvent, est-ce qu'ils sont férus d'informations? Est-ce que vous voyez beaucoup de communication les concernant? Ou alors, au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt un peu passifs et plutôt, où ils ne communiquent pas plus que ça, mais au final, la clientèle rentre quand même. Donc, essayez de se poser cette question, comment ils se font connaître. Et puis, bien sûr, après, dresser le bilan. C'est-à-dire, ils sont sûrement bons à des endroits, donc mettre en avant leurs forces, et de se dire qu'à ce moment-là, les forces de ces fameux clients, ça va être les vôtres aussi, forcément.
S'ils sont bons, vous pouvez l'être aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, mettre en lumière aussi leurs faiblesses. Les faiblesses, pourquoi? Parce que ça va vous permettre éventuellement ça crée une brèche. Et donc, pourquoi pas vous infiltrer là où ils ne sont pas bons. Et vous, à ce moment-là, de vous mettre en avant et d'être bon. Voilà, tout simplement. Autre composante du marché que vous allez trouver, c'est les fameux fournisseurs. Donc là aussi, pareil, on vous demande dans le cadre de la rédaction d'un business plan de dresser en fait un tableau qui va recenser l'ensemble de ces fournisseurs. Donc n'hésitez pas à nous dire qui ils sont, quel type de produits aussi également ils proposent. Et bien sûr, si vous avez l'information, de nous indiquer leurs conditions de livraison, leurs conditions de paiement. Cela vous permettra, une fois que vous avez fait cette fameuse étude de marché et que vous l'aurez rédigée dans le cadre de votre business plan, de mettre en place votre stratégie commerciale. Alors cette stratégie commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de vous positionner sur cette fameuse photo qu'on a prise au départ, où on a vu l'environnement, où on a vu les différentes composantes, et donc de vous faire une place sur cette fameuse photo. Alors, ce positionnement, il est important parce qu'à un moment, il faut savoir se dire aussi, oui, j'ai un projet d'entreprise, oui, j'ai un produit ou un service à proposer à quelqu'un, mais en même temps, qu'est-ce qui ferait qu'on va venir chez moi et pas chez le concurrent? Donc à un moment, c'est aussi de vous mettre en avant, en valeur, par rapport à toutes les informations que vous avez récoltées. Donc ce positionnement, il peut se faire sur le produit ou le service que vous allez proposer. Peut-être que le produit est de meilleure qualité, peut-être que le service est aussi de meilleure qualité, ou peut-être que tout simplement le concurrent ne propose qu'un produit et que vous, en plus du produit, vous vous positionnez sur la notion de service. Donc ça aussi, c'est important, bien sûr, de le mettre en avant. Il faut toujours répondre à cette fameuse question, est-ce que mon client va être plus attiré et venir chez moi que d'aller éventuellement chez un concurrent déjà existant? Il faut vraiment attirer le consommateur vers soi. Ce positionnement, il peut aussi se faire également sur le prix. À un moment, se dire, au final, à quel prix je vais vendre mon produit ou mon service? Peut-être au même prix que la concurrence, parce qu'après tout, les clients achètent bien à ce prix-là, donc pourquoi pas acheter au même prix et faire les mêmes prix. Et si le prix éventuellement est plus élevé, donc il faudra expliquer pourquoi il est plus élevé que celui de la concurrence, parce que peut-être que vous apportez quelque chose de supplémentaire, et ça, il faudra bien sûr le mettre en avant dans votre business plan. Autre différenciation, ça peut être sur le mode de distribution. Donc là, il faut bien aussi travailler votre mode de distribution et donc vous poser la question, comment vous allez vendre? Vous aurez pu y répondre puisque vous savez comment les clients achètent. Donc vous allez vendre de la façon dont les clients achètent. Quels sont vos réseaux de distribution? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que vous allez vendre plutôt en direct, avoir un petit commerce de proximité? Est-ce que vous allez travailler avec des intermédiaires? Je pense notamment à des prescripteurs, des gens qui pourraient vendre pour vous. On parle des fois d'agents commerciaux, mais pourquoi pas aussi d'autres commerces qui pourraient mettre un peu en avant votre activité. Et puis, pourquoi pas aussi vendre par Internet. Les modes de distribution sont vastes. On n'est pas limité qu'à un seul mode de distribution. On peut vendre, avoir une boutique, avoir également un site Internet et passer par des prescripteurs. Rien n'est figé. Et puis, le dernier point sur lequel vous allez devoir aussi travailler votre positionnement, c'est votre communication. Il y a un moment, il n'y a pas de honte à se dire, voilà, si je suis bon, autant que je le dise. Et la communication, c'est vraiment un élément essentiel. Je dirais, ce n'est pas le tout aujourd'hui d'avoir l'idée, de se dire, voilà, j'ai fait mon étude, c'est super, je pense que ça va marcher. Non, il y a un moment, il faut le dire. Il faut parler de vous. Si vous ne communiquez pas sur votre entreprise, le client ne viendra pas. On aura beau avoir une belle boutique,
Voilà, si vous n'avez pas fait de communication avant ou si vous n'avez pas parlé de cette boutique-là, bah, le client va passer devant, d'accord, ok, il va peut-être être attiré par l'enseigne, mais en même temps, le principal quand même, c'est de communiquer et de dire que vous existez sur ce fameux marché. Donc, comment allez-vous vous faire connaître? Et surtout, quel message vous souhaitez véhiculer à vos clients? Quel est le petit slogan, l'accroche qui fait qu'on va venir chez vous? Et enfin, pour répondre à ces questions-là, il va falloir mettre en place un plan d'action commercial. C'est-à-dire se dire, je démarre mon entreprise, donc il faut que je communique. Il faut forcément que je communique au démarrage. Donc ça, c'est très important. Donc budgétiser tout ça. Et budgétiser aussi les différentes actions que vous allez mettre en place. Flyers, site internet, réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, dites-vous aussi que cette communication, elle n'est pas que ponctuelle, elle va l'être tout au long de la vie de votre entreprise. Donc des actions commerciales, de la communication, il faudra peut-être en faire dans les 3 mois qui suivent le démarrage de l'activité, il faudra peut-être encore en relancer dans les 6 mois qui suivent, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc en tout cas, il faut toujours que ça soit pris en considération. Donc budgétez bien tout ça et mettez-le dans le cadre de votre business plan. Pourquoi? Parce qu'après, ça va vous servir un petit peu de tableau de bord. Et de se dire, c'est vrai, là j'avais budgétisé, comme quoi je devais faire de la communication dans les 3 mois qui suivaient le démarrage de mon entreprise. Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, où j'en suis. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, on va aborder donc les moyens nécessaires. Pardon. Donc, les moyens nécessaires. Donc, on évoquait tout à l'heure à la fois les moyens humains et également les moyens matériels. Donc, si vous démarrez une activité, vous devez porter une réflexion sur est-ce que je démarre seul ou est-ce que je démarre tout de suite avec des salariés, ce qui va forcément avoir une implication aussi financière. On le verra tout à l'heure. Donc, quel est l'effectif dont j'ai besoin pour démarrer? Est-ce que j'ai besoin d'un salarié à temps plein ou à temps partiel? Est-ce que je choisis un contrat à durée déterminée ou est-ce que je vais tout de suite vers le contrat à durée indéterminée? Enfin voilà, c'est de prévoir quels vont être les besoins humains dont vous allez avoir une nécessité peut-être impérieuse au démarrage de votre activité. Un exemple tout bête, en tout cas dans l'artisanat, vous n'avez pas le diplôme requis pour l'activité qui est une activité réglementée et vous avez besoin tout de suite à l'ouverture, à la création de l'entreprise, vous avez besoin d'un salarié qui lui a soit le diplôme, soit l'expérience professionnelle requise. Donc analysez aussi la date d'embauche prévue parce que du coup en fonction de la date d'embauche prévue ça va forcément avoir une répercussion sur votre prévisionnel et sur le plan de financement. Si vous démarrez un contrat au mois d'avril par exemple et que vous avez démarré votre activité au 2 janvier, voilà, dès avril vous allez avoir les cotisations, les rémunérations à sortir. Et les formations à prévoir. Ne négligez pas les dispositifs de formation. Pour vous, en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi pour vos salariés. Alors, il y a certains métiers qui en ont la nécessité. On ne voit pas aujourd'hui une activité en esthétique, par exemple, sans réaliser des formations de modelage pour adapter ses prestations aux besoins et aux envies de sa clientèle. Un électricien a besoin d'habilitation électrique. Si, à un moment donné, vous souhaitez que vos clients puissent bénéficier de crédits d'impôt éventuels, alors certes, parfois ils sont furtifs, mais ils peuvent quand même exister. Voilà, se poser la question pour avoir le label RGE, reconnu garant de l'environnement, ou alors les Calibat pour les métiers du bâtiment. Donc voilà, pensez qu'à un moment donné, la formation, c'est une formation continue qui doit être organisée dans la vie de l'entreprise tout au long de son existence, soit pour vous en tant que dirigeant, mais aussi pour vos salariés. Ça fait monter vos salariés en compétences et ça vous permet d'avoir une entreprise qui se développe avec les nouvelles techniques qui existent. Et évidemment, une fois que vous avez analysé les moyens humains, également aborder
sérieusement les moyens matériels, parce que du coup là, ça va forcément avoir une répercussion sur les prévisions financières. Est-ce que vous faites le choix d'avoir un local ? Pas forcément, hein. Vous pouvez très bien avoir une activité de création quelconque et de vous dire, ben voilà, j'ai une pièce chez moi, à mon domicile dédiée à cette activité, et comme de toute façon ma distribution ne relève que via Internet ou les réseaux sociaux, j'ai pas forcément besoin de local. Ou alors vous avez la nécessité impérieuse d'avoir un local, puisque c'est une vitrine, vous avez bien sûr beaucoup plus de passages de clients quand vous avez une boutique. Mais une boutique, c'est un loyer, c'est parfois un droit au bail, un droit d'entrée, c'est des charges courantes que vous allez avoir sur ce bâtiment. De porter une réflexion sur les éventuels travaux et agencements que vous allez mettre en place. Vous avez un super local, mais la peinture ne correspond pas à vos attentes, vous avez envie de faire quelque chose de plaisant, ou vous avez des travaux à réaliser, de normes ou autres, ou un agencement particulier, vous commandez des meubles, et puis les meubles n'arrivent pas, parce que la livraison s'est perdue, ou autre. Donc vraiment anticiper toutes ces problématiques. Si vous avez dans les moyens matériels également le besoin d'avoir des véhicules. Alors c'est bien d'avoir un véhicule quand vous démarrez, mais si au mois d'avril vous avez projeté d'embaucher un salarié, il faut aussi penser à lui. Comment va-t-il aller sur les chantiers si vous ne lui fournissez pas le véhicule? Et voilà, de détailler aussi tout ce dont vous avez besoin pour le mobilier, le matériel productif. On appelle ça l'outil de production. Vous êtes menuisier, vous avez besoin d'une machine de découpe à commande numérique, ou vous êtes un commerce et vous avez besoin d'une caisse enregistreuse répondant aux normes antifraude du 1er janvier 2018, par exemple. Voilà. Et de vous préoccuper aussi des différentes solutions digitales. Est-ce que vous souhaitez vous mettre effectivement sur des réseaux particuliers ou créer un site internet vitrine qui donne juste une image, une photographie de votre activité, ou est-ce que vous voulez faire acte de commerce avec votre site internet, donc un site internet marchand, ce qui nécessite derrière une gestion particulière. Donc tout cela nous amène à la partie chiffrée, donc qui va être en fait le reflet finalement de tout le travail que vous avez fourni en amont pour justement prévoir, anticiper, faire des hypothèses sur votre future activité. Et donc au final, on va arriver à devoir réaliser un certain nombre de documentation pour pouvoir transcrire en chiffres en fait, ce que donnent vos hypothèses. Et finalement, ces prévisions, elles vont devoir répondre à 3 grandes questions. Et vous allez voir que pour chaque question, on va avoir un outil. La première, c'est quelle somme d'argent dois-je réunir pour réaliser mon projet? Donc ça suppose que vous ayez bien fait déjà le chiffrage de votre projet. Ensuite, bien entendu, est-ce que l'activité que je projette sera rentable? Donc vérifier qu'elle me permette de sortir le revenu nécessaire pour vivre, mais également pour développer mon activité, pour payer mes créanciers, mes salariés, et puis tous les partenaires avec qui je vais travailler. Et puis aussi, comme souvent un projet d'entreprise nécessite des investissements, est-ce que cette activité me permettra de rembourser les emprunts et les autres échéances? Pour chacune de ces questions, on va avoir un outil, un tableau financier à réaliser. Et le premier, celui qu'on fait en tout premier au moment où on se lance dans une création d'entreprise ou une reprise, d'ailleurs, c'est exactement pareil, c'est le plan de financement. Donc ce plan de financement, il est simple, il est en 2 colonnes, les besoins d'un côté, les ressources de l'autre. Donc les besoins, c'est le chiffrage de tout ce que vous allez avoir besoin pour démarrer. Avant même d'encaisser le moindre euro avec mon activité, je vais devoir avoir un certain nombre de dépenses et qui vont être nécessaires pour pouvoir lancer mon activité et satisfaire mes clients. Donc c'est tous ces besoins-là que vous allez chiffrer. Donc vous avez les frais d'établissement, donc tous les frais nécessaires pour que je puisse démarrer. Les investissements, donc vous avez vu d'ailleurs qu'on vous a précisé que c'était des investissements hors taxe. Alors ça, c'est dans l'hypothèse bien entendu où vous récupérez la TVA, si vous êtes dans une forme juridique qui permet de récupérer la TVA. Sinon, bien entendu, il faudra chiffrer vos investissements TTC, puisque vous ne pourrez pas récupérer la TVA, en tout cas sur ces dépenses. Et puis, il y a cette notion qu'on entend souvent, c'est cette notion de BFR, besoin en fonds de roulement. Donc, c'est un terme un petit peu, je vais dire, compliqué, mais en fait, c'est quoi? C'est simplement tout ce que je vais devoir dépenser avant même
de rentrer le moindre euro dans mon activité. Donc ça peut être des salaires. Par exemple, vous créez votre entreprise et pendant 2 mois ou 3 mois, vous avez besoin de tirer une rémunération, mais vous n'aurez pas encore de chiffre d'affaires. Ça peut être des dépenses de stock. J'ai besoin d'acheter un stock avant même de pouvoir le vendre. Donc ça va faire partie de mon BFR. C'est toute cette trésorerie que je vais devoir mobiliser avant même de pouvoir lancer mon activité. Donc tous ces besoins, forcément, vont être chiffrés lors de la phase en amont. Quand vous rédigez votre business plan, c'est à ce moment-là que vous allez poser des chiffres. Juste derrière, plutôt en face, vous avez les ressources. Et ça, c'est quoi? C'est simplement tout l'argent que je vais pouvoir mobiliser pour payer mes besoins. Donc, c'est vraiment le plan de financement en amont, c'est-à-dire au moment de la création de votre activité. Donc là, il va falloir chiffrer toutes les rentrées d'argent qui pourront vous permettre de financer vos besoins. Donc il y a les rentrées internes, le capital social, l'apport personnel, les comptes courants d'associés si vous avez notamment des partenaires qui s'engagent avec vous. Et puis l'emprunt qu'il va falloir aller négocier à moyen terme ou à long terme pour pouvoir financer en fait votre activité. Donc ne jamais sous-estimer un plan de financement. Toutes les dépenses que vous allez devoir générer pour créer votre projet, soyez toujours dans l'hypothèse d'être le plus exhaustif possible. Ne minimisez pas, parce qu'il est toujours beaucoup plus facile de négocier un emprunt au démarrage qui soit bien dimensionné, plutôt que de revenir en disant « Ah oui, j'ai oublié un certain nombre d'investissements, j'aimerais refaire un deuxième emprunt ». Ne minimisez pas vos besoins. C'est en tout cas ceux-là qui vont vous permettre de vérifier si votre activité est rentable et si elle vous permettra finalement de rembourser tous vos engagements. Donc ça, c'est ce premier tableau donc, qui est à déterminer. Et juste après, vous allez cette fois-ci vérifier que votre activité est rentable. Et l'analyse de cette rentabilité, elle va se faire au travers d'un compte de résultats prévisionnel. Donc ce compte de résultats, on vous l'a présenté donc avec 2 colonnes. En règle générale, on va le faire sur plusieurs années, parce qu'il va être évolutif. En fonction de vos hypothèses, forcément, vous pouvez à un moment dire, la première année, je commence seul. La deuxième, je prends des salariés et je vais développer mon business. La troisième, peut-être que je vais avoir besoin d'un autre local, d'autres investissements. Bref, c'est quelque chose qui est vivant, ce compte de résultats. On va le faire sur plusieurs exercices pour prouver que la rentabilité est là sur le long terme, sur tout le temps notamment nécessaire pour pouvoir rembourser vos échéances d'emprunt si vous faites un recours notamment à du financement externe. Donc vous avez encore une fois 2 colonnes, d'un côté les charges, de l'autre côté les produits. Donc en règle générale, on va faire cet exercice sur l'année, la première année d'exploitation, donc en la calant d'ailleurs avec votre exercice comptable. Si vous avez prévu de démarrer en avril, bien entendu, il faudra tenir compte de cette saisonnalité qui va avoir lieu avec votre date de création. Donc vous allez avoir vos charges. Donc on vous a reproduit ici toutes les charges habituelles qu'on peut avoir dans une activité, donc tous les achats de matières premières, de marchandises, les fournitures diverses que vous avez besoin, toute la notion de charges externes, donc ça c'est des notions comptables, mais grosso modo c'est toutes les charges que je vais avoir besoin pour réaliser mon activité. Donc les loyers, l'électricité, l'assurance, tous les dépenses éventuellement de sous-traitance, bref, toutes ces activités, toutes ces charges que je vais devoir supporter pour réaliser mon business. Les frais de personnel, aussi bien les miens si je suis salarié de l'entreprise ou si je suis même avec une couverture sociale en qualité de travailleur non salarié. Les dotations aux amortissements, alors autre norme qui est en fait une charge qui est vraiment une charge comptable. C'est quoi cette dotation aux amortissements? J'ai souvent des créateurs qui m'interrogent là-dessus en me disant mais ça sert à quoi? Parce qu'en fait c'est une notion qui n'est pas décaissée, c'est quelque chose qui est là pour anticiper l'avenir. La dotation aux amortissements, c'est simplement vos investissements. Ils vont avoir une durée de vie et nous on va l'anticiper, cette durée de vie avec cette dotation aux amortissements, pour mettre de côté un petit bout du résultat tous les ans pour remplacer votre machine. Vous avez une machine à 10 000 €, vous prévoyez qu'elle dure 5 ans, tous les ans, on va mettre 2 000 € de côté pour prévoir que dans 5 ans, vous ayez la trésorerie nécessaire pour remplacer cette machine. C'est ça la dotation aux amortissements. Et donc forcément, elle découlera de vos hypothèses d'investissement. Et puis ensuite, vous avez les charges financières, notamment si vous faites recours à l'emprunt, donc les intérêts d'emprunt. Et en face, on va avoir toutes les rentrées d'argent
que vous allez pouvoir espérer de votre business. Donc aussi bien les ventes de marchandises ou les prestations de services, votre chiffre d'affaires, mais également tous les autres produits que vous êtes susceptibles avec votre business de facturer. Et donc la différence entre les charges et les produits va vous donner votre résultat. Et c'est ça qu'on va analyser pour voir s'il est suffisant pour vous permettre de rembourser vos dettes et puis aussi de vous tirer une rémunération qui soit suffisante par rapport à votre projet. Donc c'est le compte de résultat prévisionnel et derrière, en même temps, nous avons un troisième document à réaliser qui lui aussi sera à faire tous les ans. Hein, donc on ne fait pas cet exercice qu'au moment de la création, on va le faire effectivement tous les ans. Et là, cette fois-ci, c'est votre plan de trésorerie au jour le jour. C'est un peu comme un budget familial en fait. C'est exactement pareil. Hein. On va essayer de connaître nos encaissements et l'horizon notamment de ces encaissements. Vous voyez qu'on a mis ici un certain nombre d'hypothèses de règlement. Bah, effectivement, vos clients, entre le moment où vous allez commencer à travailler pour eux et le moment où ils vont vous payer effectivement votre prestation, ou alors même où ils vont vous payer la marchandise que vous allez leur vendre, il va y avoir un certain nombre de délais. C'est les fameux délais de règlement. Alors même si maintenant ils sont encadrés par la loi, bah, effectivement, des fois, on dit toujours c'est le nerf de la guerre de rentrer ses créances, mais c'est vraiment vrai. Et donc, il va falloir que vous fassiez des hypothèses, finalement, sur les rentrées d'argent espérées. Donc là, on s'est arrêté à février, mais bien entendu, l'exercice est à faire sur toute l'année, pour pouvoir vérifier qu'ici, vous n'ayez pas à un moment un besoin de trésorerie, lié souvent à votre activité, qui pourra, lui, être financé par un recours à, par exemple, une autorisation de découvert ou à une mobilisation de trésorerie, une mobilisation de créances. Il y a un certain nombre d'outils financiers qui permettent en fait de combler ces trous de trésorerie. Mais le but, bien entendu, c'est de vérifier que votre activité est suffisante par rapport aux charges que vous prévoyez de dépenser. Donc là encore, il va falloir faire des hypothèses qui vont être liées à ce que vous avez vu un petit peu avant, à savoir notamment vos échéances en fait de trésorerie, vos échéances financières, donc les emprunts, le paiement de vos fournisseurs au moment de l'investissement du départ, les impôts, les taxes, les frais de personnel. Il y aura à chaque fois une saisonnalité qui existe souvent pas dans les conditions de financement que vous négociez. Et en face, on va avoir les encaissements. Le but, bien entendu, ça sera d'arriver sur la période donc, de ce plan de trésorerie à prouver que vous n'avez pas en fait, une insuffisance de financement ou une insuffisance d'activité. Donc cet exercice de plan de trésorerie, il va vivre au cours de l'exercice de votre société ou de votre entreprise individuelle. À un moment, vous allez le prévoir et puis vous allez vous rendre compte que finalement, telle dépense, je l'anticipe ou je vais la repousser. Et vous allez, à chaque fois, pouvoir refaire des hypothèses pour vérifier à chaque fois qu'à horizon donc, de 6 mois, vous ayez, ou de 1 an, vous ayez cet équilibre financier. Donc cet exercice de plan de trésorerie est très important, notamment pour convaincre vos partenaires. Les deux autres aussi, bien entendu, hein, mais l'intégralité de ces 3 tableaux, qui sont finalement la partie chiffrée de toutes vos hypothèses, sont très très importantes pour convaincre. Quand vous allez aller chercher du financement, ou même quand vous allez aller vous installer, et puis même pour vous rassurer, en ayant fait cet exercice, ces 3 petits tableaux qui paraissent barbares, mais comme ça, c'est finalement que la traduction chiffrée des hypothèses que vous avez mûries dans votre tête, vous allez voir que finalement, ces 3 tableaux-là, ça va être le document pour convaincre. Et en règle générale, quand on a un projet de création avec des tableaux bien construits, qui reviennent par rapport à vos hypothèses rédactionnelles que vous avez fait dans le début du business plan, je dirais que convaincre, c'est gagné. Vous arriverez à convaincre par ce moyen-là. Donc c'est des outils qui sont souvent, qui paraissent des fois barbares parce qu'effectivement, c'est des notions comptables. Donc voilà, et pour quelqu'un qui se lance dans l'activité, c'est pas toujours évident de savoir où je traite ma TVA, où je traite mes charges sociales, etc. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'un exercice de bon père de famille. Vous allez poser sur le papier vos dépenses, vos recettes, et puis vous allez essayer de chiffrer ça, bien entendu, avec des hypothèses que vous allez confronter à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc l'étude de marché, les hypothèses d'ouverture, etc., qui vont vous permettre de sortir vos chiffres. Voilà. Donc, je vais conclure. Donc, tout ça pour vous dire qu'au final, dans le business plan,
Eh bien, ces fameux outils de communication, eh bien, il va être un outil de référence vous concernant. Il va permettre donc à votre interlocuteur de se faire une idée très précise du projet. Et bien sûr, il est préférable de le remettre avec tout ce que vous avez rempli dedans, puisqu'il va faire à peu près une 30aine de pages, de le remettre à la fin de votre présentation pour que l'interlocuteur ne soit pas tenté de le lire et non plus de vous écouter. Et justement, pour qu'il puisse vous écouter, vous allez faire une synthèse au final de ce fameux business plan. C'est ce qu'on va appeler l'executive summary. Et donc, c'est une présentation synthétique de votre projet qui va reprendre tous les points indiqués dans le business plan, les différentes parties que l'on vient de vous présenter, et qui pourra être bien sûr mis à disposition de votre interlocuteur en prélude de votre présentation orale. Voilà, j'espère que cette petite conférence vous sera utile, que vous allez ressortir et que vous allez être prêt à rédiger votre fameux business plan. Alors ne vous inquiétez pas, nous ne vous laissons pas seuls dans cette démarche. N'hésitez pas à faire appel au consulaire ou à tout organisme, et bien sûr aux experts comptables, pour vous aider dans la réalisation de celui-ci et vous permettre justement d'optimiser votre réussite. Merci à tous. Merci.